Break Time, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Danick Lafond, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, afin de discuter de la mission de l'UCFO, des enjeux du secteur agricole et des défis auxquels fait face la relève. Bonjour et bienvenue à Break Time, un podcast présenté par le CSEPR. Et aujourd'hui, on jase avec Danick Lafond, le directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Bonjour. Merci d'être là. Premièrement, l'Union des cultivateurs franco-ontariens, c'est quoi ça? Parle-moi de ça un petit peu. Oui, ben, l'Union des cultivateurs franco-ontariens, qui est, bon, c'est l'UCFO qu'on utilise Mhm. comme nomenclature courante. L'UCFO, c'est une organisation agricole, un organisme agricole, un des 4 organismes agricoles agréés en Ontario, sous la loi de l'inscription des entreprises agricoles et des organismes agricoles. Donc, OK. c'est un organisme agricole reconnu euh, qui, qui a été établi il y a 92 ans, en 1929. Wow. Donc, on a un long historique de représentation des agriculteurs francophones. Euh, donc, c'est ça. C'est une organisation qui a pour mission finalement de représenter les agriculteurs franco-ontariens et de supporter le développement économique des communautés rurales. OK. Tu me dis qu'il y en a 4 organisations comme ça en Ontario. S'il y en a 4, votre territoire doit être très vaste. Est-ce que c'est provincial ou... Oui, nous sommes une organisation provinciale. Donc, notre rôle est de représenter les agriculteurs Hmm. franco-ontariens, mais dans l'ensemble de la province. OK. Et on est la seule organisation francophone accréditée. Les autres organisations sont des organisations anglophones. Wow. Fait que tes membres sont partout. Oui, donc partout dans le secteur agricole et le secteur agroalimentaire en Ontario. OK. Puis c'est qui? C'est qui tes membres? Bien, principalement, ce sont les entreprises agricoles, donc les fermes traditionnelles comme les fermes laitières, les OK. fermes de poulets, les fermes végétales, et aussi toutes les nouvelles fermes là, dans le secteur maraîcher, par exemple, dans les nouveaux secteurs de niche en agriculture. Donc, les entreprises agricoles et les travailleurs agricoles. OK, donc pas seulement les entreprises, là. On parle de travailleurs aussi. Oui, nous, on représente tout le secteur agricole francophone en Ontario, OK. que ce soit en lien avec les intérêts des entreprises agricoles et des travailleurs agricoles. Donc, nous, notre objectif est de représenter les intérêts du secteur agricole francophone en Ontario. OK. Et tu dis représenter les intérêts, etc. Parlons des services que vous offrez à vos membres. C'est quoi les avantages d'être membre de votre regroupement, de votre union? Dans un premier temps, c'est de réunir les préoccupations. En fait, c'est réunir la voix des agriculteurs et des entreprises agricoles. euh, donc, réunir en une seule voix auprès notamment du Hmm. gouvernement ou des instances décisionnelles. Donc, lorsqu'il y a des projets de loi, des règlements qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement ou la pérennité des entreprises agricoles, ben, c'est notre rôle principal. Donc, le premier service, disons que c'est un service disons, de représentation un peu, c'est pour ça qu'on appelle l'Union des cultivateurs, Mhm. c'est une vocation un peu syndicale. OK. Puis toi, tu es directeur général. Oui. Ça fait quoi un directeur général de l'UCFO? Ça touche à beaucoup à beaucoup de dossiers. Euh, donc, je suis le lien principal, en fait, entre les membres et le conseil d'administration. Donc, je m'assure de la gestion quotidienne de l'organisation, les aspects budgétaires, la santé financière. Je suis souvent le point de rencontre en lien avec, par exemple, les ministères, euh, les représentants des organismes. Euh, donc, en gros, c'est à la fois de la gestion, de la représentation. Je suis souvent appelé à intervenir dans les médias notamment. Donc, je fais un peu de communication OK. aussi. Euh,
je mets en place les éléments, les axes stratégiques, les priorités, gestion de personnel. Donc, je fais quand même. Donc, probablement que c'est pour ça que le titre, c'est directeur Mhm. général. Euh, je- j'ai beaucoup de tâches dans divers domaines. Êtes-vous une grosse équipe? On est. L'Union des cultivateurs, il y a aussi des filiales. On a la filiale dont le nom sont les publications agricoles franco-ontariennes. Les publications agricoles franco-ontariennes, c'est la maison d'édition du journal Agricom. Euh, Agricom étant le seul journal francophone en agriculture en Ontario OK. et pas mal le seul hors Québec, hein, Mhm. disons ça comme ça. Euh, donc, il y a du personnel où je suis responsable pour les publications agricoles franco-ontariennes, le journal Agricom. Euh, donc voilà, on est une petite équipe là, de 5 ou 6 personnes. OK. Tantôt, tu me dis que vous étiez 4 organisations du genre. C'est qui les 3 autres? La principale est la Fédération d'agriculture de l'Ontario, principale sous l'idée là, du nombre de fermes représentées. Ouais, OK. Donc, celle qui a le plus d'envergure en termes de nombre de membres, appelons ça comme ça, c'est la Fédération d'agriculture de l'Ontario. Il y a aussi National Farmer Union, qu'on nomme NFU, qui est une organisation canadienne dans laquelle elle a un bureau en Ontario. Donc, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est Christian Farmers of Ontario. OK. Et donc, ce sont 3 organisations anglophones là, qui ont à peu près la même mission que nous, là, c'est-à-dire représenter les intérêts du secteur agricole. Donc, si je comprends bien, vous êtes l'organisation francophone. Nous sommes la seule organisation francophone, exactement. OK. Pourquoi une organisation franco-ontarienne? Ça a été. Puis en plus, ça existe depuis un bout, là, tu me dis de 1929. C'est bien ça? Oui, Ouais. exactement. Pourquoi que ça a été créé, ça, une organisation franco-ontarienne? Comment? Pourquoi? Ben, c'est dans le contexte de la langue principalement. Donc, c'est de s'assurer une des dimensions importantes de Mhm. l'Union, c'est de s'assurer que les agriculteurs puissent bénéficier de services de qualité en français Mhm. euh, auprès du principal ministère qui est dans ce cas-ci le ministère de l'Agriculture, Mhm. mais auprès de d'autres organisations mandataires, par exemple, du gouvernement. Euh, donc, c'est principalement cette idée-là euh, en fait, d'avoir des services en français, de solliciter, d'avoir une certaine vigie Mhm. euh, de, euh, par rapport aux services en français. Et il y a aussi l'aspect de formation qui a été aussi une des grandes caractéristiques de l'Union des cultivateurs Ah, franco-ontariens. oui, je comprends. S'assurer qu'il y ait une formation de qualité Mhm. euh, dans le domaine de l'agriculture et agroalimentaire en français en Ontario. Ouais. Et ça l'explique pourquoi, par exemple, l'Union des cultivateurs franco-ontariens ont été bien investis dans la création du collège d'agriculture, du collège Alfred, Mhm. qu'on entend encore parler aujourd'hui. Mhm. Euh, donc, dans la formation, et dans l'ensemble des formations postsecondaires, secondaires et postsecondaires dans le domaine de l'agriculture. Ça fait combien de temps que tu es directeur général? Je suis arrivé en septembre 2019. OK, assez récent. Ouais. Puis c'est quoi ton background? Comment que ça s'est passé, ça? Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Ouais, ben j'ai probablement un parcours un peu atypique. Moi, je suis né sur une ferme avicole. Mon père était producteur de poulets, là, poulet de chair, appelons ça comme Mhm. ça. Dans quel coin? Moi, je suis du Québec, je suis de Saint-Félix-de-Valois, qui est le château fort de la production avicole au Québec. Donc, mon père était producteur, bien des voisins étaient producteurs de poulets. Donc, j'ai œuvré là-dedans. Donc, j'ai toujours assisté, j'ai suivi mon père Mhm. à la trace quand j'étais jeune. Adolescent, j'ai travaillé sur la ferme et aussi sur d'autres fermes avicoles, notamment en production d'œufs, des productions d'œufs, pardon, des œufs de reproduction là, Mhm. destinés au couvoir. Ensuite, je suis entré aux études dans un domaine qui était différent, là. Mon père avait vendu la ferme. Bon, il y a eu des problèmes de santé, donc on a vendu la ferme. J'étais un peu trop jeune pour reprendre la ferme.
Donc, je suis rentré à l'université dans le domaine de la santé. J'ai donc fait ma baccalauréat, ensuite j'ai fait ma maîtrise, ensuite j'ai continué au doctorat. J'ai eu une carrière universitaire pendant un peu plus de 15 ans dans le domaine de la santé aussi. Et le fait que j'étais établi dans l'est de l'Ontario, j'avais un projet de revenir à la terre. Hmm. Donc, je me suis procuré une terre agricole. On a développé une entreprise agricole spécialisée. On est des producteurs de houblon biologique À depuis Prescott environ, Russell? dans Prescott Russell. Donc, ça fait environ 7 ans que je suis un peu réétabli dans l'agriculture, dans le domaine donc de la production de houblon, dans le domaine brassicole. Et donc, j'avais le goût finalement de revenir un peu OK. aux sources. Et j'avais cette opportunité là, d'emploi comme directeur général de l'Union. OK. Puis, combien de temps encore que tu as ta terre dans le coin? Ça fait environ 7 ans qu'on a parti notre projet de doublonnière. OK. Puis, comment ça fonctionne? C'est qui tes clients? Nous, donc l'idée, c'est on était donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture de proximité, hein, c'est un peu ça l'idée, Mhm. minimiser un peu l'empreinte environnementale. Donc, nous, on y était par opportunité parce qu'à quelques kilomètres à gauche, Mhm. nous avions la microbrasserie Bose. Quelques kilomètres à droite, nous avions la microbrasserie euh, Castor au Québec, à Rigaud. Oui. Il y avait une nouvelle microbrasserie qui était en train de s'établir qui s'appelle Étienne Brûlé, qui Mhm. avait aussi là, cette idée de microbrasserie biologique. Donc, on voyait une effervescence, Mhm. des opportunités de proximité, là, de partenariat d'affaires de proximité. Donc, c'est ce qui nous a motivés puis il n'y en avait presque pas doublonnières biologiques. Il y en a toujours très peu, des Mhm. doublonnières biologiques. J'imagine qu'on aime les défis d'essayer cette culture-là. Donc, c'est comme ça que ça a démarré avec cette idée d'un marché qui nous semblait important de Ah oui. proximité, là. Puis c'est fou, les microbrasseries, là. Ça a explosé, ça. Ouais, exact. My God. On voyait là, qu'à chaque année, là, à partir de 2010-2012, qu'il y Mhm. avait une croissance importante du nombre de microbrasseries. Il n'y avait pas d'indicateur qui disait que cette croissance-là était pour Mhm. s'atténuer. Donc, du point de vue de l'analyse là, de marché, d'analyse économique, on voyait qu'il y avait des opportunités. Puis dans le temps où on s'est établi, là, il y a plusieurs autres houblonnières là, qui se sont aussi établies pour fournir le marché Mhm. local. Que ce soit nous, dans notre secteur bio ou dans le secteur, disons, conventionnel, des houblonnières, appelons ça conventionnel, Mhm. d'agriculture conventionnelle, tout le monde était motivé par la même chose, c'est-à-dire de créer une bière de terroir, Mhm. créer une bière locale avec des ingrédients locaux. Mhm. Donc, c'était ça. Nous, on s'inscrivait dans l'aspect bio parce qu'on voyait qu'il y avait des partenaires proches. Mais tout le monde avait l'intention, tous les producteurs de houblon au Québec et en Ontario se sont développé cette nouvelle industrie, en fait, un nouveau secteur agricole, par l'intention de créer de la bière locale. Nice. Puis on parle de développement d'industrie, on parle de concret, là. Pour l'UCFO, c'est quoi ses contributions au développement économique, justement, en tant qu'organisation? Bien, nous, dans un premier temps, du point de vue de la représentation politique réglementaire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer finalement que les projets de loi ou les règlements qui sont établis sont favorables à la pérennité disons, Mhm. financière des entreprises agricoles. Euh, on essaie de faire des liens entre les besoins des agriculteurs du point de vue financier, que ce soit l'assurance récolte, que ce soit euh, des subventions ou des incitatifs fiscaux, que ces dimensions-là d'aide financière soient en Mhm. lien avec les besoins réels de nos agriculteurs. Euh, il y a aussi tout le domaine, les agriculteurs ont souvent besoin de la transformation agroalimentaire, donc il y a le lien entre la production agricole et la capacité de transformation. On l'a vu avec
la COVID-19, la pandémie Mhm. en avril 2020, où il y a des abattoirs qui ont été obligés de fermer en raison de la présence du virus dans les installations. Et ça a beaucoup bousculé la Ouais. valeur du bœuf, la valeur la capacité d'acheminer finalement la production animale vers la Mhm. transformation. Donc, ce sont tous des éléments là, que pour nous, on- on tente de faire des représentations, on tente de s'assurer qu'il y a une adéquation Mhm. finalement entre les programmes ou l'aide offerte aux agriculteurs puis les réels besoins. Ouais, c'est fou, tu me mentionnes ça, puis c'est pas c'est pas une business qui vend des t-shirts, là. Ton staff, il est malade, tu vends des t-shirts, tu parques les t-shirts, tu le racks pour une semaine, tu reviens, il n'y a pas de stress, là. Ouais. Mais, oh my God, ça a dû être un bordel total, ça, pour l'industrie pendant la pandémie. Tu sais, j'avais même pas considéré ça, là. Mais du livestock, des récoltes, si t'as pas de staff, puis tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, en fait, la pandémie a mis, disons, en exergue euh, euh, tu sais, tous les défis de l'agriculture. En fait, il y a des choses, il y a eu de gros défis reliés à la pandémie de la COVID. Ouais, il y en avait déjà pas mal avant, là. Puis il y en avait déjà pas mal avant. Et de l'autre côté, ça a permis de conscientiser. Il y a eu moi, je vois des effets positifs de la pandémie Ouais? parce que ça a conscientisé la fragilité aussi du système agroalimentaire en Ontario. Euh, Ça a mis davantage de lumière sur les grands défis des agriculteurs et les grands défis de la transformation agroalimentaire. Donc, il y a eu une prise de conscience, il y a eu il y a un engouement, puis je pense que cet engouement perdure aujourd'hui de l'achat local. Mhm. De plus en plus de personnes sont intéressées à l'achat de proximité, à supporter les agriculteurs locaux. Donc, moi, je vois qu'il y a des beaux grands, des effets positifs là, Mhm. de la COVID, s'il peut y avoir des effets positifs d'une pandémie. Mais de l'autre côté, oui, il y a eu de grands défis. Donc, des producteurs, par exemple, dans le cas de la production de poulet ou de la production d'œufs, les animaux rentrent, par exemple, dans la production de poulet, les animaux rentrent à une date déterminée, les poussins rentrent à une date déterminée et sortent à une date déterminée. C'est une production qui est séquencée, qui est Mhm. planifiée, qui est associée finalement à l'arrivée de petits poussins du couvoir et qui est prévu à la sortie vers les abattoirs. Lorsqu'il y en a un ou l'autre qui n'est pas capable d'approvisionner, ben, l'agriculteur est pris entre les deux. Donc, ça a été comme ça aussi dans la production laitière. Si un producteur laitier, par exemple, a 100 vaches et avec une production de lait, disons, mettons 5000 kilos pour faire 5000 litres de lait Mhm. par jour, disons, pour faire un chiffron, euh, si les transformateurs, ceux qui finalement pasteurisent le lait, utilisent produisent du fromage, du beurre, donc toute la transformation liquide ou solide du lait, bien lorsque la transformation elle est réduite, la Mhm. capacité de transformation elle est réduite et soudainement, comme dans le cas de la pandémie, ben, le producteur, c'est difficile pour lui des vaches, ça n'arrête pas de produire du jour au lendemain. Mhm. Il y a l'alimentation, il y a tout un procédé pour être capable là, de réduire lentement la production de lait. Donc, on a vu des images chocs de lait qui a été jeté par les Mhm. producteurs. Il y en a eu un peu, là, il n'y en a pas eu de façon extraordinaire, mais ça a créé beaucoup de pression pour les agriculteurs. Donc, une pression de réduire la production rapidement, notamment dans la gestion de l'offre. L'autre élément est incapacité d'acheminer les animaux de réforme. Donc, par exemple, revenons à notre producteur laitier qui a 100 Mhm. vaches, il y a peut-être une ou deux vaches qui est produit un peu moins puis qui pourrait être dédiée à un autre marché. Bien, ces marchés-là se sont un peu écroulés durant Mhm. le début de la pandémie. Donc, les producteurs étaient pris finalement dans le bœuf, dans le poulet, en fait, la plupart des productions animales ont été pris avec leur cheptel, puis ont été pris à réduire leur production. Et tout ça là, dans un contexte où on a eu un été un peu difficile en 2020, Mhm. le foin était rare, les prix ont augmenté.
Donc, la pandémie a été très difficile pour les agriculteurs. Est-ce que ça a fait en sorte que vous avez revu votre mission, tout ça, la pandémie? Est-ce que là, on s'enligne un peu vers une pandémie un peu plus relaxe là, depuis un petit bout? Est-ce que vous avez changé votre fusil d'épaule sur certaines affaires? Comment vous dealez avec tout ça présentement, là? Euh, Tantôt, tu m'avais, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais d'un plan stratégique que vous étiez en train de mettre en place comme c'est là. Est-ce que c'est à la lumière de ce que la pandémie a révélé? Parle-moi de ce qui se passe à ce niveau-là présentement, là. Oui, ben la beauté d'un plan stratégique, c'est que ça va être efficace. C'est un plan stratégique qui est efficace s'il n'est pas à trop long terme. Donc, on pense souvent sur une période de 3 ans. Donc, nous, on est un peu au seuil de porte de se développer un nouveau plan stratégique comme organisation. Nécessairement, on est fortement teinté de ce qui s'est passé dans la dernière année. Hmm. Donc, c'est peut-être une bonne chose là, d'être au pied de la porte de notre développement de plan stratégique basé sur peut-être les nouvelles priorités qui ont été qui ont émergé de la pandémie. Ce qu'on disait tantôt, là, puis je reviens un peu, je m'excuse par rapport à votre question précédente. Un des grands défis qu'on a eu dès le début de pandémie, c'est l'arrivée des travailleurs étrangers, le programme des travailleurs étrangers canadiens dans le domaine de l'agriculture. Mhm. Donc, pas le programme canadien des travailleurs étrangers Mhm. en agriculture. Donc, la pandémie a limité les voyages. Il y avait Ouais. une restriction à l'entrée à l'entrée dans les frontières. Et donc, au moment où les producteurs, au mois de mai, des producteurs en serre, par exemple, ça commence souvent au mois de février, au mois de mars. Donc, il y a des productions où finalement, il y a une planification de ce qui va se passer en maraîcher notamment. Euh, donc, il y a comme une planification, une pré-production Mhm. un peu avant, même s'il y a un peu de neige dans les serres. Donc, il y a des entreprises agricoles qui ont besoin des travailleurs étrangers bien avant que le sol dégèle. Et donc, dès le début de la pandémie, il y a une restriction assez importante. C'était nouveau, Mhm. difficulté de s'adapter. Donc, il y a des entreprises agricoles qui ont souffert d'un manque de main-d'œuvre important, Wow. un manque de main-d'œuvre qui est planifié et relié finalement au programme de travailleurs étrangers. Donc, la main-d'œuvre agricole a été un problème pendant la pandémie, mais la pandémie a exacerbé ce problème-là qui est établi depuis longtemps, cette Hmm. difficulté à recruter des employés ou des travailleurs agricoles. Donc, nécessairement, dans notre plan stratégique, on aura probablement à se poser la question à savoir Hmm. comment on peut aider nos entreprises agricoles à combler leurs besoins en main-d'œuvre et quel genre d'approche, de stratégie, Mhm. euh, donc qu'on pourrait mettre en place là. Donc, j'imagine que une des grandes questions qu'on va se poser, c'est comment on va arriver à s'inscrire là-dedans pour aider nos entreprises agricoles. Ça a été quoi juste pour les gens qui sont déconnectés de cet univers-là, puis il y en a beaucoup, là, ça a été quoi l'impact tangible de ne pas avoir eu accès à cette main-d'œuvre-là? Ben, on a vu par exemple là, euh, une des premières productions végétales qui arrive disponible en Ontario, au Québec et en Ontario, dans nos régions, ce sont les asperges. Les asperges vont arriver très, très tôt OK. dans la saison, par exemple. Des asperges, il y a aucune machine que tu peux acheter pour récolter des asperges. Les OK. asperges se récoltent à la main parce qu'il y a nécessairement il y a une section qui pousse plus vite que l'autre, donc il y a une section qui serait peut-être plus prête que l'autre pour la Hmm. mise en marché. Donc, il y a plusieurs productions agricoles, notamment dans le végétal, qui ont besoin toujours d'un minimum de main-d'œuvre. Et donc, ces entreprises-là ont souvent ont été confrontées en début de pandémie à un manque réel de main-d'œuvre. Donc, il y a eu des récoltes qui ont été laissées dans le champ. Hmm. La laitue, c'est la même chose. Les fenêtres de récolte, on ne peut pas laisser de la laitue pendant 3 semaines au champ. Nécessairement, elle va se dégrader en qualité assez rapidement. Donc, il y a la production agricole, il y a des fenêtres d'opportunité. Il y a des moments où la récolte doit être, où il y a des choses qui doivent être faites au champ.
que ce soit dans le houblon ou que ce soit dans d'autres productions, il y a des moments précis où il y a des tâches qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent être réalisées. Et dans le cas de la récolte des asperges, ben là aussi, c'est la même chose. La récolte de laitue, ça se fait dans une fenêtre. Les fraises, c'est la même chose. On ne peut pas laisser les fraises jusqu'au mois de juillet, il n'y en Mhm. aura plus. Euh, donc, pour éviter donc le rendement et la récolte, la production, elle doit être récoltée à un certain Mhm. moment. Et donc, le manque de main-d'œuvre a affecté beaucoup de producteurs. J'ai ouï dire qu'un cultivateur local donnait ses framboises aux gens qui étaient prêts à venir les chercher, les cueillir eux-mêmes. J'ai entendu ça cette semaine. C'est, Ça m'a surpris quand j'ai entendu ça au début. Je me dis, ah ouais, à ce point-là, il est donne, mais en même temps, l'autocueillette, tu sais, c'est-tu un problème d'intérêt d'autocueillette selon toi, ça? Ou si c'est un problème justement de main-d'œuvre? Ouais, j'ai vu un peu passer le message sur Facebook récemment du producteur. Euh, ben, probablement qu'il est confronté à deux situations. Celui de la main-d'œuvre agricole qui est moins disponible, même aujourd'hui. Hein, même si on pense on a l'impression avec la vaccination que Hmm. que l'effet de la pandémie, elle Ouais. est passée. Oui, pour plusieurs de nos Pas activités, mais entièrement. il y a quand même un résiduel qui va rester là un bout de temps. Mhm. Euh, Est-ce que l'autocueillette est en baisse de popularité? Ça, je n'ai pas la réponse, mais ça vous donne un défi, une idée de défi de plusieurs producteurs où Ouais. les framboises, ils doivent être cueillies maintenant. Et, euh, et, et donc, si tu n'as pas de main-d'œuvre suffisante, tu peux probablement Hmm. encourager les gens à l'autocueillette, mais est-ce qu'il y a des freins, une baisse d'intérêt pour l'autocueillette? Ça, c'est une bonne question. C'est trop facile de prendre tout ça pour acquis quand on rentre à l'épicerie puis qu'on voit tous les racks à légumes bien pleins de fruits puis de framboises puis de tout ce qu'on veut, super bien placé, bien éclairé, tout. On pense pas à ces problèmes-là qui sont des enjeux assez importants. Puis c'est d'une profonde tristesse. S'il vous plaît, venez chercher mes fruits, s'il vous plaît. Oh my God! Ça m'avait vraiment frappé quand j'ai entendu ça personnellement. Je me trouvais tellement bébé gâté quand j'ai entendu ça. Ça a été ma première réaction. C'est drôle, hein, parce que, en tout cas, c'est pas des choses auxquelles on réfléchit quand on met les pieds à l'épicerie. Ouais, il y a plusieurs éléments là-dedans qui me viennent en tête, là. La première chose, c'est qu'il m'apparaît un peu paradoxal quand on va à l'épicerie durant le temps fort des fraises ou le Mhm. temps fort des bleuets, qu'on voit encore des produits ou souvent l'omniprésence des produits étrangers Ouais. dans nos marchés locaux. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, là, moi, comme consommateur personnellement, et nécessairement, je suis teinté de l'agriculture locale. C'est sûr. Euh, donc, il y a toujours ce besoin là, de s'assurer qu'on ait une main-d'œuvre disponible dans le domaine de l'agriculture. Euh, et euh, donc, est-ce que c'est lié à une opportunité de marché? Est-ce que c'est lié Mhm. à un manque de main-d'œuvre ou à un manque d'intérêt pour l'autocueillette? C'est de grandes questions Ouais. qui est à se poser. L'agrotourisme, par exemple, tu sais, je Mhm. sais que dans plusieurs régions en Ontario, on table sur l'agrotourisme. C'est probablement une des solutions intéressantes euh, pour l'agriculture locale. C'est quoi le Euh, futur de l'agrotourisme, selon toi? euh, ben, j'ai l'impression que c'est un futur positif, ne serait-ce que par cette vague d'intérêt de la population pour l'agriculture locale, les produits locaux. Euh, L'agrotourisme apparaît être un vecteur prioritaire pour euh, connecter finalement les consommateurs aux producteurs. Hein. L'idée de la production locale ou de la production de niche, de spécialité, par exemple dans le domaine maraîcher, dans le domaine des petits fruits, euh, il y a une connotation aussi de transformation locale. Souvent,
On peut voir, par exemple, des vergers qui vont produire leur cidre, qui vont produire leur confiture. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui caractérise la production agricole locale? C'est un minimum d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ben, c'est un peu ça aussi l'agrotourisme, c'est se présenter à la ferme, faire les achats locaux, apprendre davantage de comment ça se produit, hein, Mm. ou se transforme, les aliments. Euh, Dans l'agrotourisme, on voit le plus populaire et probablement ou le plus facile à imaginer sont les vignobles. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans un vignoble? Ben, on produit les raisins avec qui est une dimension agricole, de production Mhm. agricole. Les raisins sont transformés sur place, principalement en vin, j'imagine. J'espère. Et c'est là qu'on va en fait, euh, faire dans un salon de dégustation, Mm. goûter ce que le producteur a produit, a créé. Euh, donc, il y a beaucoup d'opportunités Mhm. dans ce domaine-là, que ce soit dans la production animale ou dans de la production maraîchère ou végétale Mm. de niche. On pourrait voir, par exemple, je fais un peu de transfert dans mon domaine, Go for it. euh, mais disons dans les fermes brassicoles, qui au Québec, les fermes brassicoles sont de plus en plus populaires. Là, on a, par exemple, dans le coin de Ham-Nord, il y a la Grange Pardue, il y a la Oui. ferme dans le coin de Shefford. Il y a quelques fermes brassicoles où ils produisent leurs grains, leurs orge pour faire le malt, Mm. euh, ont une petite houblonnière. Ce sont souvent les fermes brassicoles vont davantage encourager les autres producteurs de houblon locaux. Donc, dans le domaine de la bière ou de la microbrasserie, il y a aussi cet aspect Mhm. d'agrotourisme qui est intéressant. Donc, à mon avis, il y a un avenir fort intéressant pour l'agrotourisme. Puis pour vous autres, l'UCFO, est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans, dans l'agrotourisme? Est-ce que ça fait partie un peu de votre mission? Est-ce que vous appuyez les membres à ce niveau-là pour mousser ça? Oui, on s'investit déjà dans ce domaine-là. Nécessairement, dans les prochains mois, on va voir si qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'inscrire davantage dans ça. Par exemple, on est partenaire du réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario, euh, ce réseau agroalimentaire a nécessairement là, met des efforts pour le développement agrotouristique. Donc oui, à l'Union, c'est dès qu'il y a une opportunité de développement économique de l'agriculture pour Mhm. nos producteurs locaux, c'est notre rôle là, de le supporter. Je pense que l'agrotourisme sera un vecteur intéressant ou important dans l'avenir. À Break Time, on parle souvent de la relève pour les entreprises. Puis la plupart du temps, ben, en tout cas, c'est pas mal toujours un enjeu, peu importe l'entreprise. Mais je peux imaginer l'ampleur de l'enjeu de la relève dans le domaine de l'agriculture pour les cultivateurs. Qu'est-ce qui se passe comme c'est là au niveau de la relève pour les cultivateurs, les fermes, toutes ces entreprises-là qui œuvrent dans ce secteur-là? Y en a-tu une relève? What's going on? Oui, la relève est un gros défi, hein, dans le domaine de l'agriculture. Il y a, bon, expliquer ce qui se passe au niveau de la relève. À C'est mon large. avis, ben, c'est un peu large. On pourrait y aller avec deux façons. Euh, Traditionnellement, on a l'imaginaire on a l'image que la relève agricole, c'est le père qui est producteur laitier, par exemple, qui va transférer la ferme à son garçon ou à sa fille. Donc, il y a appelons ça le transfert parenté ou le Mhm. transfert apparenté. Je pense que le bon terme, c'est apparenté. Donc, un lien familial dans le transfert de la ferme, c'est ce qui a probablement caractérisé les fermes traditionnelles pendant fort longtemps au niveau de la relève agricole. Il y a aussi un transfert non apparenté, donc quelqu'un qui désire reprendre la ferme d'un producteur qui n'a peut-être pas de relève apparentée. Et donc, c'est quelqu'un de l'extérieur qui commence à travailler à l'intérieur de la ferme et décide de prendre la relève. Euh,
il y a le domaine des néo-agriculteurs, des gens qui veulent se partir une entreprise agricole. Donc, c'est, disons, le troisième secteur de la relève agricole, des gens qui vont développer leur propre entreprise, euh, qui ne sont peut-être pas issus directement du domaine agricole. Donc, on peut voir ça, par exemple, dans les vignobles. Là, il y a des gens qui vont s'acheter un vignoble ou qui vont développer un vignoble sans nécessairement avoir œuvré là-dedans ou œuvré là-dedans du point de vue familial. Euh, donc, il y a les jeunes. Hein, la relève nous amène à penser aux jeunes. Est-ce que Mhm, les jeunes sont intéressés à s'inscrire dans l'agriculture? Comment motiver les jeunes mhm. à se, à s'inscrire dans de la formation en agriculture, à obtenir un diplôme dans le domaine? Donc, il y a une question de valorisation de l'agriculteur ou des entreprises agricoles qui est la première chose que la société doit Mhm. se poser comme question. Il faut que les jeunes aient le goût d'aller dans le domaine de l'agriculture. Il faut que le métier d'agriculteur soit valorisé pour que les jeunes s'inscrivent dans les diplômes, dans les institutions d'enseignement, pour qu'ils soient probablement mieux outillés pour œuvrer dans ce domaine-là. Donc, une question de valorisation du métier, de la profession ou des professions connexes. Il y a les incitatifs là, euh, ou les incitatifs, ou appelons ça, disons, des solutions aux barrières pour l'agriculture. Donc, Donne-moi un exemple. ben, en fait, on sait qu'il y a des freins euh, dans l'installation de la relève agricole. Le premier frein est la capitalisation. Hein, des fermes, ça coûte cher. Mhm. Que ce soit dans la gestion de l'offre, les quotas coûtent cher, les animaux coûtent cher, s'installer pour produire coûte cher. Euh, donc, ça prend beaucoup de capitalisation pour être capable soit d'acheter une ferme, soit d'en créer une, d'en Mhm. établir une. Et donc, on sait il y a des problèmes que les jeunes font face ils ont beaucoup de difficultés à capitaliser leur projet d'entreprise. J'imagine. Euh, il y a la plupart des nouvelles entreprises agricoles sont des entreprises qu'on on disait par exemple, on parlait tantôt d'agrotourisme, Mhm. de production de niche, de production spécialité. Une des hypothèses, c'est qu'on pourrait penser que certaines productions demandent un peu moins de capitalisation, que c'est un peu plus accessible de devenir un agriculteur dans certaines productions. On pourrait penser, il y a beaucoup d'engouement dans le secteur maraîcher. Il y a beaucoup de jeunes qui se perdent dans le secteur maraîcher. Probablement que ça prend un peu moins de capitalisation Mhm. que dans la production animale où tu as besoin d'installations de pointe du point de vue du bien-être animal. Se partir dans le poulet ou dans du bœuf ou dans d'autres productions animales, ça prend nécessairement des abris, ça prend un système d'élevage. Mhm. Ces systèmes d'élevage-là coûtent cher, coûtent probablement beaucoup plus cher que de s'établir dans le domaine maraîcher. Euh, Nécessairement, le coût des terres est important. Hein, ça coûte Mhm. cher s'acheter une propriété maintenant, My God, oui. encore plus depuis quelque temps. Yikes. Ouais. Euh, donc, dans le coin ici, tu sais, c'est pas rare qu'on entend parler qu'une terre s'est vendue à 12 000, 13 000, 14 000 piastres, 14 000 dollars l'acre. Euh, donc, ça coûte cher se procurer Mhm. une terre. Ouais, puis ça, c'est step one. Oui, c'est ça. Donc, c'est probablement pour ça il y a de nouvelles entreprises agricoles qui ont tendance à s'installer dans ce qu'on pourrait appeler une agriculture plus intensive, une agriculture plus diversifiée. Donc, sur un bout de terre, on produit différents types là, de végétaux, par exemple, là, dans le cas du maraîcher. Et donc, ça amène une agriculture, appelons ça un peu plus intensive, donc plus de production à l'acre. Et donc, on est capable finalement de répartir l'investissement Mhm. sur des revenus qui sont euh, euh, plus de revenus à l'acre, appelons ça Mhm. comme ça. Euh, donc c'est ça. Donc, la capitalisation est un facteur important. Euh, L'autre élément, étant donné la nature de ces nouvelles entreprises agricoles-là, cette nature de proximité où on dit, ben, il y a moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur.
euh, donc ce qui caractérise pas mal l'agrotourisme aussi, ben, il y a une question de compétences en commercialisation, de compétences en gestion, en administration. Donc souvent, si on a une formation en agriculture, ben, c'est une formation qui est qui est technique, qui est vraiment dédiée à l'agriculture. Donc, il faut que notre relève agricole, pour une bonne partie d'entre elles, finalement, développe des compétences d'entrepreneurship, Mhm. d'entrepreneuriat, de gestion, de commercialisation, de gestion de clientèle. On a vu là, plusieurs entreprises qui ont développé un site web pour être capable de distribuer. Finalement, Mhm. ils deviennent aussi leurs propres distributeurs. Ils ont des points de chute de leurs produits. Euh, donc, ça demande des connaissances en commerce en ligne. Donc, il y a toute cette dimension de gestion-là. Mhm. Euh, En agriculture, c'est un peu comme dans d'autres domaines, hein, ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Et souvent, on a besoin d'un réseau, hein. Quand on se part en entreprise, on a besoin de réseau. Moi, quand je suis parti dans le domaine du houblon, j'étais dans Prescott Russell, dans le coin de Fournier, dans le coin de Saint-Bernardin, dans les années 1900. Il y avait une production de houblon assez importante là, qui a été notamment motivée par notre agronome, le plus populaire des agronomes dans la région, M. Larose, Mm. de la forêt Larose, qui est un agronome et qui a encouragé dans les années 19, dans le début, fin des années 1800, début des années 1900. Je ne pourrais pas vous dire à quel moment M. Larose a vécu, là, je n'ai pas cette. Mais il y a eu à ce moment-là un encouragement de la production de houblon. Et on peut voir d'ailleurs des séchoirs encore debout là, dans la OK. région. Le journal agricole notamment et The Review ont fait euh, des articles là-dessus très récemment. Euh, donc, moi, quand je me suis inscrit dans le houblon, même si on était une région productrice de houblon dans les années 1900, elle a disparu autour des années 1920. Je me suis retrouvé un peu seul à Mhm. réintroduire cette production-là dans l'est de l'Ontario. Donc, je reviens après mon long détour à l'idée que dans la relève agricole, on a besoin de mentors, on a besoin de gens qui ont puis dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la production technique, dans la mise en marché, dans le développement, par exemple, si on veut développer l'agrotourisme, il y a toute une dimension différente là, de passer de la production Mm. euh, au service touristique, appelons ça comme ça. Les jeunes ont besoin de mentorat, les jeunes ont besoin de réseau, se parler entre eux, de, de, de- de partager leurs défis, leurs difficultés, leurs bons coups. Et si je reviens à ma situation, ben moi, la seule façon finalement d'aller chercher le mentorat et le réseautage, c'était de parler aux autres producteurs, de se créer un réseau auprès des autres producteurs au Québec et en Ontario, mais aussi d'aller me chercher un mentor en Belgique où cette personne-là est un producteur de plusieurs générations de houblon. C'est un des plus gros producteurs de houblon biologique dans cette région-là, en Belgique. Et donc, lui, il m'a beaucoup aidé finalement à paniquer au bon moment, puis à Mhm. arrêter de paniquer quand c'est pas le temps. Donc, il y a l'effet mentorat qui est fondamental. Donc, à mon avis, c'est le troisième défi. Donc, le premier défi étant la capitalisation pour la relève, la capitalisation, les compétences en gestion, en commercialisation, en tourisme, Mm. tout cet aspect-là de gestion d'une entreprise et de commercialisation. Le troisième étant offrir une plateforme de réseautage, offrir une plateforme de mentorat qui vont répondre aux besoins des jeunes. Mm. Et ça n'existe pas beaucoup parce que probablement que dans le contexte d'une ferme traditionnelle familiale, le mentorat se fait à travers la famille. Right. Le réseautage se fait à travers la famille comme ça et les voisins. Ça existe disons, un peu moins maintenant, et ça n'existe peut-être pas dans les nouvelles entreprises agricoles qui développent des nouveaux marchés. Mm. Euh, Par exemple, dans la région ici, on voit que l'agrotourisme s'installe tranquillement, mais l'agrotourisme était peut-être beaucoup moins présente il y a 25 ans. Mhm. Euh, si, euh,
Et donc, il y a probablement pas beaucoup de réseaux dans ce domaine-là, de capacité de mentorat dans ce domaine-là. Donc, ça ferait probablement partie un peu de notre rôle à l'Union, là, de voir comment on peut développer un- des services à ce niveau-là. En terminant, à la lumière de tout ça, pour les gens qui désirent plus d'informations, vous rejoindre, devenir membre, c'est quoi la meilleure façon? Comment on fait pour vous rejoindre? Euh, euh, à l'ère des réseaux sociaux, une façon facile, c'est de nous retrouver sur Facebook. Donc, vous pouvez nous retrouver facilement avec le terme UCFO, aussi avec le terme Journal Agricom, qui est notre média spécialisé en agriculture francophone. Il y a les sites internet, ucfo.ca, journalagricom.ca, où vous allez retrouver toutes les coordonnées nécessaires pour nous rejoindre et en apprendre davantage euh, sur nos différents programmes. Fantastique. Danick, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci.